C'est dimanche, mesdames et messieurs. Et bien, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Guillaume Mondjolo, qui est avocat, cela va de soi, et au cadre de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, le parti cher à Raymond Tchibanda. Très heureuse de vous recevoir, monsieur. Merci. Maître Raymond Guillaume Mondjolo. Il faut que votre fonction soit révalorisée. Alors, Union des libéraux démocrates chrétiens, c'est vrai qu'il y a plusieurs partis, des milliards, si je peux m'exprimer ainsi, en République démocratique du Congo. Mais quelle est la spécificité de votre parti? La spécificité, c'est l'ouverture par rapport au libéralisme. Cette démarche qui consiste à pouvoir mettre en exergue l'initiative privée comme étant la démarche normale dans l'organisation d'une société, de sorte à ce que les libertés individuelles en termes d'entreprise sont beaucoup plus importantes que les restes, mais tout ça encadré dans cet esprit de la foi chrétienne. Bon, c'est-à-dire l'amour de l'autre, ainsi de suite et tout ça. C'est pas incompatible? Non, pas du tout incompatible. Pas du tout incompatible. C'est-à-dire le christianisme, en fait, la chrétienté et le libéralisme. La chrétienté n'est pas le socialisme. La chrétienté, c'est tout simplement le fait de pouvoir ne pas faire du mal à autrui, tout simplement. Lorsqu'on fait une entreprise personnelle, qu'on part du principe que ma liberté en moi, c'est limite là où celle de l'autre commence, ce qui fait que je peux entreprendre à tout moment sans pourtant contraindre les autres, tout ça, déjà il y a le respect par rapport à l'autre. Avec le libéralisme sauvage que l'on vit aujourd'hui, est-ce que le respect de l'autre, l'amour de l'autre est mis en exergue? Nous passons notre temps à pouvoir penser comment est-ce qu'il faut encadrer les libéralismes. Ça ne peut pas être sauvage non plus. Il faut encadrer ça. C'est à aujourd'hui les rythmes absolus sur toute la planète. De toute façon, tout est mondialisé sur base de la concurrence, du libéralisme, des libres entreprises et tout ça. On ne peut pas sortir de là. Mais comment on fait ça? Dans un cadre social, il faut l'organiser par des règles. Il faut normer ça. C'est de manière normative qu'on organise ce type de situation. Donc voilà, nous sommes dans cet esprit-là. Et Raymond Tchibanda a insufflé cette démarche-là et que nous sommes en train de suivre, en train de mettre en place au jour le jour. Pratiquement, donnez-nous un exemple de ce fait-là, de mettre en pratique ce libéralisme. C'est pratiquement, concrètement, un exemple. L'entreprise individuelle, c'est un peu ce qui ressort pour parler des anciens, des Hobbes et par la suite des Locke, et qui a été entériné par les États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui une grande puissance, tout simplement, qui partait du principe que la liberté nous donnée par Dieu ne peut être limitée que parce qu'on doit la protéger en termes des règles sur notre sécurité. Mais pour le reste, l'entreprise doit rester l'initiative individuelle. L'État a pour fonction de pouvoir l'encadrer tout simplement. Est-ce qu'en RDC, c'est mis en pratique, ce libéralisme? Si, nous sommes Parce que l'État joue un grand rôle ici en RDC. Nous prenons l'exemple de la SNEL, par exemple. C'est quelque chose de social. Nous prenons l'exemple de Transco, par exemple. C'est pour soulager un peu la misère de la population. L'État a encore un grand rôle ici en République démocratique du Congo. La difficulté, c'est que si le secteur financier n'est pas structuré, nous sommes en difficulté. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des secteurs financiers structurés qui vous ouvrent la possibilité d'accéder au crédit, alors en ce moment-là, l'initiative privée devient beaucoup plus facile parce que les gens partent du principe qu'ils ont des idées et sur base des idées, ils doivent absolument avoir les moyens pour mettre ça en pratique. Mais si vous n'avez pas de moyens, les bonnes idées, ça ne sert à rien du tout. D'où aujourd'hui, vous avez des centres, des incubateurs d'intelligence pour les startups qui se passent notamment au niveau des États-Unis, dans les Silicon Valley, où il se passe énormément de choses. Ce sont ces jeunes gens-là. Il y a quand même des Congolais là-bas. Si, il y a quelques Congolais. Même à la NASA, on a eu des Congolais. Oui, ça je sais. Oui, voilà. Donc c'est pour dire qu'effectivement, quand il y a une ouverture de cette nature-là, ces gens-là vont beaucoup plus loin. Prenez la position des États-Unis d'Amérique du début du siècle passé et sa position aujourd'hui par rapport à l'Europe. Ils étaient largement en retard. Mais pendant les deux guerres, ils ont rattrapé leur retard, ils ont dépassé complètement parce que l'initiative privée était mise en avant, contrairement aux structures européennes qui étaient qui avait plus comme socle l'État prépondérant dans toutes les activités. Et c'est pas bien. Et la RDC a cette ouverture-là. On vient de faire l'OADA aujourd'hui pour adhérer à l'OADA, notamment pour ouvrir cette fenêtre vers la facilitation des activités des affaires en général. Donc c'est très important de pouvoir... On y arrivera, l'Afrique arrivera où la RDC peut s'en sortir avec le libéralisme. Aujourd'hui, on peut y arriver où c'est pas utopique non? Non, c'est pas utopique parce que le monde fonctionne comme ça. La Chine, connue comme communiste aujourd'hui, elle est parmi les pays les plus libéraux. Mais son économie est un peu chancelante aujourd'hui aussi. Non, chancelante. Vous savez, lorsque vous avez eu une croissance pendant presque 20 ans à 2 chiffres, il faut que tout le monde les fasse. Dans les contextes qu'on a eu pendant 20 ans, croissance à 2 chiffres, tout le monde se tourne aujourd'hui vers la Chine. Il faut voir les réserves chinoises en termes de finances et tout ça. Ce sont les grandes réserves. Maintenant, il faut modifier, réorienter au fait les commerces, l'économie dans d'autres secteurs, innover. Donc là, c'est vers l'innovation qu'il faut aller pour pouvoir un peu affiner ce qu'ils sont en train de faire. Donc sortir un peu du cadre macroéconomique habituel pour l'affiner. C'est ça, au fait, que la Chine est en train de faire pour l'instant, mais de toute façon, ils vont réussir parce qu'ils sont dans une dynamique
qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Dans notre cas, vous avez parlé du cadre macroéconomique. C'est vrai que c'est un mot qui est souvent repris ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'en RDC, pratiquement, c'est la question que je pose, parce que nous prenons l'exemple de notre pays, le libéralisme peut aider la RDC à s'en sortir et être un pays émergent d'ici 2030? Mais nous sommes un pays libéral, nous ne sommes pas un pays communiste, nous ne sommes pas un pays qui est géré par l'activité de l'État tout simplement. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation, les statuts des entreprises publiques a été modifié. Bon, parce qu'on est parti du principe que ce n'était pas suffisant, on ne peut pas faire les choses de cette façon-là. Très bien. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'initiative privée, les grands dommages qu'on a en RDC, parce que les Congolais lui-même, des bases, n'ont pas de moyens pour pouvoir entreprendre. Mais ceux qui viennent de l'étranger entreprennent. Il y a combien de banques aujourd'hui en RDC? Il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de banques. Aujourd'hui, il y a plein de banques qui sont en RDC. Il y a combien d'activités en RDC? Qui octroient difficilement les crédits aussi. Oui, mais regardez, vous parlez de Transco, mais avant Transco, qui gère les transports en commun en RDC? Depuis très longtemps. Ce sont les privés. Donc les Congolais est initialement prévu, c'est-à-dire il est doté de cette capacité d'initiative privée, informelle ou pas formelle, depuis très longtemps. C'est-à-dire c'est une conception totalement africaine, quelque part, de pouvoir s'en sortir absolument par ses propres moyens. Donc c'est ça le libéralisme. Il ne faut pas aller chercher ça dans les concepts keynesiens ou les capitales de Marx et tout ça. Mais non, notre quotidien prédispose de comprendre qu'effectivement, nous sommes libéraux à la base. De nature. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous ouvrons cette rétrospective par la centrale électorale. La CENI a rencontré les acteurs des partis politiques et les ministres de l'Intérieur a réagi par rapport aux partis politiques. Suivons. Ce sont les retrouvailles entre la CENI et les partis politiques. La première grande réunion du comité de liaison entre les deux partenaires au processus électoral depuis le 27 mars 2015 et une première également sous la conduite de l'actuel leadership de la centrale électorale. Une occasion mise à profit par les délégués des partis politiques déterminés à tout savoir sur l'avancement du dit processus. Technicien, le patron de la centrale électorale va de façon méthodique et pédagogique revenir sur les opérations en cours au sein de son institution, les contraintes auxquelles la CENI doit faire face pour réussir à organiser des élections fiables, crédibles et transparentes au pays. Pour ce faire, une révision du fichier électoral s'avère indispensable, affirme Corneille Nanga, ce qui implique un dépassement dans le délai constitutionnel. Nous sommes en 2016. Un grand débat est né ici depuis 2013 sur la question des nouveaux majeurs. Ceux qui ont inventé ce débat-là, malheureusement, j'ai dit à certains, j'ai dit aujourd'hui, parce que vous cherchez les délais constitutionnels. Si vous voulez les délais constitutionnels, qu'on organise l'élection en novembre 2016, le schéma est clair. Acceptez qu'on organise les 16 élections avec les fichiers de 2011. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Ceux qui avaient dit la question des nouveaux majeurs, sont-ils prêts à dire qu'on peut aller sans les nouveaux majeurs? Certains acteurs politiques présents disent avoir été édifiés par les informations recueillies à la source. S'agissant de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces, la CENI renseigne que jusqu'à ce jeudi, elle était à 96 candidats, dont 10 femmes. 32 partis politiques ont déjà effectué leur dépôt avec 64 candidatures. Nalingi, lokola ozali motosaka ba investigation, oye langai arrêté ya liboso avant que gaina koma boy arrêté oyo ba obasi bandima na ministère de l'intérieur que parti moko komo dango MCR. Soko bimeseli ngai yango na kundima ke wana ngai nazali katakata. Po ngai nazana arrêté mokote awa ici oyo baki ke bandimi reconnaissance ya MCR. Yo soza mwana ko lopango. Naza ko ya no oboye. Mwana ko lopango. Soki lelo boteki lopango na bino. Oza ko ndangai? C'est bopesi mikana na bato mosusu. Yo so boteki lopango esengeli na mbongo bozwi ya bosoba lopango mosusu. Po soki bosombi lopango mosusu te ozo tikala ko nganzama. Eza su lopango na yo te e komi lopango bato. Oza su bona ko lopango ndengi. E ya yanga yangwa. Ce qui olobi que MSR ezalaki enregistré awate. Boni ezalaki deuxième force ya majorité après le PPRD. MSR deuxième force avec autant d'élus ba présentant na ndenge ozomona te que eza un aveu ya tricherie au bosala ka au sein ya majorité lelo toye ko yeba ngota ngobadimi kenda nanu na
Cour suprême, voilà ton nom dans la Cour constitutionnelle. Autant en 2006. Ndeko na biso bazaki ba candidat député ya MSR. Les bakendaka kuna na Cour suprême de justice pour ba contentieux. Et il y a lui m'a ça qui bango. Balobi et singala ki ba na preuve que MSR les alliés parti politique. Bah makamtu ezaki rejeté. Bon et bandé il n'a été. Maître Manjolo, vous êtes juriste. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur par rapport aux partis politiques et plus précisément le cas du MSR. L'on ne comprend pas aujourd'hui qu'ils nous disent ouvertement que le MSR n'a jamais été ratifié ou qu'il n'y a pas de documents officiels par rapport au MSR qui est, on souhaite à l'époque, le deuxième parti de la majorité présidentielle. Et qu'il y a eu autant de députés du MSR à l'époque. C'est incompréhensible quelques années plus tard. Oui, la grande difficulté aujourd'hui, madame, c'est... Je ne suis pas en position de vous donner une réponse, puisque aujourd'hui, la personnalité qui... J'espère que votre parti est reconnu au ministère de l'Intérieur. On ne va pas nous sortir 10 ans plus tard qu'on ne connaît pas le parti de Raymond Tshibanda. Non, les partis de Raymond Tshibanda existent. On a eu même des difficultés à notre niveau, parce qu'effectivement, moi je peux le dire aujourd'hui, moi j'étais à la Cour suprême, et on a eu des difficultés parce qu'au niveau du parti, en termes de gestion du parti, qui était gestionnaire du parti, en l'absence de ministre, parce qu'il était empêché d'être un ministre, il ne pouvait pas être à la fois ministre et patron du parti. Notre situation, notamment, j'ai gagné une élection qui a été rejetée parce que tout simplement, la personne qui était en justice n'avait pas compétence. Voyez-vous, ce sont les réalités qu'on a vécues. Alors que Raymond Tshibanda est là depuis très longtemps, il est connu, c'est pas seulement maintenant, il a participé à énormément d'activités de la République depuis des années. Mais simplement, dans la formalisation juridique, il y a comme ça une légèreté, au fait, chez la plupart des grands Congolais au sens, comment dirais-je, au sens élevé du terme. Dès qu'on a atteint un certain niveau de responsabilité, on a cette aura-là, cette crédibilité quasi défaite, on oublie certains paramètres juridiques. On oublie processus à suivre. On oublie complètement. Et quand ça vous frappe, vous dites, ben oui, mais tout le monde est contre moi. Mais non, vérifions si ça existe ou pas. Là, j'ai aucun avis juridique à donner parce que je n'ai pas l'élément en main. Mais simplement, ce sont des choses qui arrivent en permanence au niveau de la RDC. Et on le voit, pas seulement au niveau de la RDC, au niveau même des pays africains. On signe des tas de choses et tout ça, on ne sait pas très bien ce qu'on signe. Les jours, on vous met ça en face en disant, écoutez, vous avez signé par exemple les traités des Roms sur la Cour pénale internationale. Voilà, maintenant ça vous frappe. Ça vous frappe. Ah oui, mais nous, non, maintenant on veut ressortir. C'est d'ailleurs les débats actuellement au niveau de l'Union africaine pour voir comment certains pays veulent sortir. Donc, j'ai paraphrase, j'ajoute certains éléments, mais la réalité chez nous, c'est que les juristes même n'ont pas pris en compte. L'avocat qui parle ici, lorsque je donne un conseil à un client pour lui dire, écoutez, voilà la procédure. Mais comme il y a des facilités en regard des accointances, en regard de la hauteur... tout la facilité. Exactement. En regard de la hauteur qu'on a dans la dimension qu'on a dans un pays à un moment donné, on se dit, ben non, c'est rien, ça passera. Mais le jour où il y a un couac, ben, tout tombe. Souvenez-vous, les pauvres, monsieur Kissombe, et plutôt c'est lui qui était ministre de l'information de Mobutu à l'époque. Il y en a eu beaucoup. Non, les tout grands. Kinkié. Non, c'est lui qui est décédé, qui était le grand ministre de... C'est lui qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Oui, bon, voilà. Le nom reviendra. Et qui était à ma campagne, qui a vécu dans une maison. Sakombi. Inongo. Est-ce que vous imaginez la situation de M. Sakombi? Il y avait un contentieux sur la maison dans laquelle il habitait depuis des années. Mais jamais ça a été résolu, parce que bon, quand on a cette hauteur-là, on ne regarde pas ces petites choses. Un jour, on l'a mis dehors. Est-ce que vous imaginez un type de cette envergure qui a été aux responsabilités pendant plusieurs années, il se trouve qu'il y avait une faille dans les contrats qui prétendaient avoir des bonnes foi. Mais il y avait un problème. Tout simplement parce que... Par rapport à votre parti, quel est l'organigramme? C'est bien réglementé, c'est bien reconnu, vous avez votre arrêté par rapport au ministère de l'Intérieur? Tout est en ordre? Tout est en ordre. La difficulté qui réside dans la plupart des partis politiques aujourd'hui, dans la plupart, j'entends bien, c'est sa gestion. Est-elle légale ou pas? À un moment donné, vous vous trouvez avec les patrons du parti, donc, qui normalement deviennent l'autorité morale tout en gardant la même mise sur le parti, alors qu'il n'a pas autorité de pouvoir gérer le parti au quotidien. Et il ne peut pas signer pour le compte du parti parce qu'il est empêché, eu égard aux responsabilités. C'est ça la loi qui fixe ça. Mais on passe outre, on laisse faire. Entre amis, on appelle un ministre, un autre, tu dis, écoute, bon, mon cher, je t'envoie ça, tu vois, ok, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais les jours où il y a un problème,
Il suffit d'être devant un juge et vous dire, ah non, c'est pas bon. C'est pas pas bon. bon. On va faire ça. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en Vraiment, considération. il faut vraiment tenir compte des Il faut, juristes qui absolument. sont dans vos partis politiques. Absolument. Voilà. Donc, par rapport à la CENI, vous avez suivi Corneille Nangaa. Il est clair, on n'en a plus à tourner autour du pot. Impossible de faire les élections, impossible d'organiser plutôt les élections en 2016 dans les délais constitutionnels vu le fichier électoral qui est corrompu. Donc, vous partagez aussi son point de vue. Vous êtes tout à fait d'accord, on doit d'abord revoir ce fichier électoral, quel que soit le dépassement du délai constitutionnel. Mais madame, je suis doublement victime de la situation de 2011. Je peux vous le dire clairement, je suis doublement victime de la situation de 2011. Les fichiers 2011 étaient plus ou moins à 30 ou 40% corrompus. Il y avait un problème par rapport à ces fichiers-là. Si les chefs de l'État à l'époque, si le gouvernement à l'époque avait demandé de dire, écoutez, attendez un peu qu'on dépasse, ne fût-ce que de 5-6 mois, le temps de pouvoir très bien affiner ces fichiers, les gens n'auraient pas accepté. On a été dans la précipitation faire les élections. On les a faites. Très bien. Je vous dis, madame, que je suis dans les territoires de Luisa, dans les secteurs de Kabylie-Kessé. Luisa, c'est Kasaï anciennement occidental, aujourd'hui Kasaï central. Et j'arrive dans mon périmètre immédiat, dans mon fief immédiat, où j'ai 2-3 bureaux qui n'ont pas de bulletins. Est-ce que vous imaginez? Parce que tout simplement, les fichiers étaient tellement corrompus, du moins pour cette partie-là de la République, où on se trouve avec les votants inscrits, alignés, mais pas de bulletins. On fait comment? Vous voyez, nous, on n'a pas eu de bulletins, on ne sait pas quoi faire. On est passé outre. C'est-à-dire, on a regardé la situation globale. Est-ce que ça a bien marché globalement? Oui, globalement, ça a bien marché. Donc, les petits problèmes. c'est-à-dire que les 30-40% qui ont été frappés par cette situation-là et tout ça, bon, ont été évacués. Mais bon, on accepte, on est démocrate. C'est ça. Maître Badjolo, ok, 2011, c'est vrai. On a constaté tout ça depuis 2011. La question que le Congolais lambda se pose, c'est vrai que tout le monde n'est pas juriste pour comprendre vraiment les petites choses, les petits détails. On a constaté tout ça depuis 2011. Pourquoi régler cette situation en 2015? On aurait pu changer ce fichier depuis 2011 et qu'en 2016, tout roule. Est-ce qu'en Afrique, les élections seront toujours aussi problématiques comme en Centrafrique, au Burundi? Est-ce que les élections étaient une période chaotique pour les pays africains? Non, il y a eu une mauvaise foi, surtout dans les chefs de ceux qui sont en face de nous. C'est-à-dire, moi, je suis de la majorité, j'assume pleinement que, bon, effectivement, il y a eu un peu de retard. Mais, causé par quoi? Madame, souvenez-vous qu'entre 2011 et 2012, à peine on remettait en place les nouveaux gouvernements et toute la structure pour commencer à attaquer le deuxième mandat du chef de l'État, qu'on a eu surgir encore une rébellion à l'est du pays. On fait comment? Si on avait prévu un mécanisme de financement, notamment de cet aspect très important, de revisiter les fichiers, déjà il fallait avoir la loi. La loi spéciale pour revisiter et revoir un peu tout ça, parce que la CENI était complètement huée en permanence, il fallait modifier tout ça. Donc il fallait que les gens s'asseyent autour d'une table, voir comment est-ce qu'il fallait révisiter la CENI. Ça, il fallait faire le processus. Bon. Donc ça c'est le premier élément, faire le processus. Maintenant, si on finit le processus, comment on fait? Essayez de voir un peu combien de temps ça a pris au niveau de l'Assemblée, donc du Parlement, pour finaliser la loi devant gérer la CENI. Vous êtes tous responsables de la situation actuelle, l'Assemblée nationale, les députés, le gouvernement, tout le monde est responsable. Où voulez-vous emmener le pays, la RDC aujourd'hui dans le chaos? Qui amène la RDC dans le chaos? Ce n'est pas la population, c'est vous, les politiques. Mais vous savez, la responsabilité est politique des parts et d'autres, ça on ne peut pas les nier parce qu'il y a eu des préalables qu'il fallait rencontrer. Nous sommes une jeune démocratie qui est en train de se former. On ne peut pas non plus aller à la vitesse grand V, dans la mesure où il y a un certain nombre d'écueils sur le parcours qu'il faut absolument résoudre. Je viens de vous dire ici qu'à l'époque, la grande difficulté qu'on a eue, donc nous sommes partis d'une situation chaotique en termes électoraux. Les chefs de l'État ont fait un discours mémorable disant que puisque ça s'est passé de manière assez laborieuse, qu'est-ce qu'on fait? Je m'ouvre à toute personne qui a la passion pour la RDC pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on travaille ensemble, qu'on puisse avancer. Très bien. Qui avait demandé les dialogues en premier, le chef de l'État ou l'opposition? Le chef de l'État a dit, souvenez-vous, vous devez avoir des archives, dans son discours de prestation de serment, il a dit clairement que, eu égard à l'issue semi-chaotique des élections, je suis ouvert à travailler avec tous ceux qui ont la passion pour la RDC. C'est-à-dire que l'ouverture était faite en ce moment-là. Donc, ceux qui n'avaient pas la passion pour la RDC devaient absolument venir. Les gens ont tergiversé. Et puis, ça a été rapporté jusqu'aux concertations. Souvenez-vous. Et pour s'asseoir autour d'une table, regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y avait comme problème. 700 ou 800 résolutions sont sorties de là. On a formé un gouvernement d'union nationale dont l'opposition fait partie aujourd'hui. Très bien. Alors, ils ne peuvent pas à la fois être
au gouvernement, dire qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé, est-ce qu'on n'avait pas prévu de faire tout ça, et sachant par ailleurs qu'on avait un problème sérieux de la sécurité au niveau de l'Est du pays. Madame, entre perdre une partie de la RDC, donc les priorités de l'Est de la RDC a priorité sur les élections, en fait. C'est ce que vous venez de faire dire. Mais madame, ce n'est même pas discutable. C'est-à-dire que quand il y a aujourd'hui l'état d'urgence en France, est-ce qu'on peut discuter de ça? On ne peut pas discuter de ça. Vous imaginez sincèrement qu'on va dire, écoutez, pour les élections... Parce que l'état d'urgence en France ne permettra pas les élections en 2017. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ce sont deux pays différents. C'est-à-dire que les mécanismes de financement des élections au niveau de la France est tout à fait où il est organisé depuis plusieurs décennies. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. La France doit trôner autour des 1000 milliards à peu près de dollars en termes de budget national. Nous sommes à peine à 4 milliards de fonds propres, plus les aides et tout ça, on arrive autour de 7 milliards. Ce n'est pas comparable. Bon, nous avons un problème par rapport à l'insécurité permanente dans la partie Est. On ne pouvait nous arracher une partie de l'Est. Souvenez-vous, madame, les plus graves, c'est que Rutshuru avait été occupé, et les gens qui occupaient Rutshuru réclamaient de pouvoir faire la partition pendant un moment pour gérer ça pendant au moins 5 ans. Est-ce que vous imaginez ça? La portée de cette situation-là au niveau des Rutshuru, et aujourd'hui dire, non, écoutez, il fallait laisser partir d'abord Rutshuru, faire les élections et revenir par la suite. Parce que ces gens-là allaient faire un référendum tronqué, comme on a eu la situation au Kosovo aujourd'hui, et en faire un pays à part entière et réclamer la protection internationale. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Non, madame, il faut prioriser les choses. C'est vrai que on ressort souvent que non, nous sommes une jeune démocratie, nous ne sommes pas encore... les élections ne sont pas huilées et tout ça, mais... Moi, personnellement, je n'aime pas cette forme d'excuse parce que en 1960, on aurait compris, on n'avait pas plus de 10 universitaires. Aujourd'hui, la RDC en compte des milliers et des milliers. Vous êtes parmi ces milliers d'intellectuels aujourd'hui congolais. Est-ce que vous vous rendez compte de l'échec de la RDC 55 ans après? Vous nous sortez toujours cette phrase, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, nous sommes une jeune démocratie. Donc, que les Blancs reviennent, nous recoloniser, en fait. Non, je pense que ce ne sont pas excessif et caricatural. C'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ceci, si vous prenez la situation de 1960, on peut la transposer aujourd'hui. Regardez l'implication extérieure dans nos activités et l'adoubement des uns et des autres. Hein. Les gens vont s'adouber à gauche, à droite et tout ça, ramènent les forces étrangères au pays pour assouvir leurs propres besoins. On a un problème. Souvenez-vous, madame, j'ai dit à un autre média, M. Lumumba est passé pour les grands criminels communistes installés en RDC qu'il fallait absolument l'abattre. Et qui ont participé à toutes ces démarches-là? La main armée qui a été utilisée, ce sont les Congolais, ce n'étaient pas des étrangers. Mais on l'a éliminé. Aujourd'hui, c'était un héros. Mais à l'époque, quand il en parlait, personne n'a cru. On a fait de très bonnes élections en 1960. Il a été très ouvert. Il a compris, effectivement, il pouvait gérer l'exécutif et laisser la présidence à Kasavubu, ce qu'ils ont fait. Ça s'est très bien passé. Mais en même temps, il y a eu une intrusion extérieure à travers notamment des Congolais, des souches, qui ont favorisé ça. Donc, c'est ça la difficulté. S'il n'y a pas une communion intérieure, comme il y a eu la communion à la table ronde, parce que mon père y a participé, il m'a dit ça, donc c'est la bonne source. Mon père aussi y a participé. Très bien, on aura l'occasion d'en parler en aparté, c'est très bien, c'est très important. C'est les socles de la RDC. Et quand nos papas sont partis là-bas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont arrivés pour pouvoir discuter, ils ont dit non, nous formons un groupe, et qui est piloté globalement par Lumumba. Sans Lumumba, on ne peut pas négocier. Donc vous êtes obligés de libérer Lumumba là-bas, il faut qu'il vienne ici, comme ça il participe. Sinon, ça sera biaisé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéré Lumumba, il est venu avec eux. Aujourd'hui, on a passé constitution. On va continuer puisqu'on va parler du dialogue tout à l'heure. Donc, notre constitution a 10 ans, mesdames et messieurs, et les intelligences de mon pays s'y sont penchées pour réfléchir sur ces livres qui suscitent vraiment, vraiment beaucoup de passion ces derniers temps. Donc, la population aussi a tenu à donner son point de vue. Que pense donc la population par rapport à cette constitution qui, selon certaines sources, doit être révisée? Et bien, il y a même d'autres sources qui disent qu'il doit être changé carrément. Et bien, suivons ces réactions. Ça se fête et les 10 années de la loi fondamentale de la RDC n'a pas dérogé à la règle. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement a opté de célébrer cet anniversaire au travers d'un colloque. L'initiative de l'IDGPA se veut un moment essentiellement scientifique, loin des polémiques politiciennes, un souhait que les organisateurs n'ont pas réussi à exaucer. Le prof André Mbata ne cache pas son désarroi. 2 jours seulement avant le colloque, le doyen de faculté nous dit qu'il suspend la collaboration. Alors que les professeurs de la faculté de droit ont envoyé des papiers, c'est ce qui explique un peu l'absence. Un colloque scientifique
le recteur de l'université n'est pas là. Et non seulement n'est pas là, des appels ont été faits à de nombreux collègues de ne pas participer à un colloque scientifique. L'un des objectifs du colloque, c'est de contribuer au rayonnement scientifique de notre pays. Mais malheureusement, il y a eu ce désengagement. Pointé du doigt pour avoir politisé ces retrouvailles des intellectuels d'ici et d'ailleurs, les opposants à toute révision de la Constitution de 2006, majoritaires dans la salle, s'en défendent. L'opposition ne s'est pas accaparée de l'activité. Moi, je suis venu parce que je suis fils de ces pays et j'ai intégré dans le plan d'activité de février. Il y a certaines choses qui doivent réunir les enfants du pays. Qu'à cela ne tienne, les travaux de ce colloque, axés sur la Constitution du 18 février 2006, bilan, défis et perspectives de consolidation démocratique en RDC, vont bel et bien se poursuivre comme prévu avec des ateliers et des séances plénières, ce jusqu'au 20 février prochain. Ne touchez pas à ma constitution, non au changement de la constitution, autant des slogans inventés par les Quinois pour protéger le livre fondamental, pourtant son contenu est jusque-là inconnu par certains Quinois. En tout cas, vraiment, dans la constitution, je ne savais pas même un article. Je connais l'article qui crée beaucoup de problèmes, c'est l'article... C'est quel article? Ça m'échappe encore, c'est l'article 120. Hein? En tout cas, je n'ai pas de numéro que je connais, mais je connais qu'il y a un article qui dit que l'État congolais est un État unitaire. Non, tu es bien noté, tu es bien noté. Ces Quinois semblent maîtriser un article de la Constitution, mais également son contenu. Le 73 et le 70. Le contenu, donc le 70 d'abord. C'est l'article qui détermine le mandat du président de la République. Et plutôt le 73. Le 70, lui, détermine les conditions de cette application-là. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut attendre le président nouvellement élu? C'est-à-dire, lorsqu'on a déjà organisé, c'est ça que dit l'article 70, lorsqu'on a déjà organisé dans les 80 jours les élections du président de la République. Parlant de la Constitution, parce que c'est le 10e anniversaire, je connais l'article 49 qui fait allusion au respect, à la protection de personnes vulnérables, personnes âgées. C'est l'article 49. C'est l'article que je connais, je maîtrise mieux que l'article 49. Pour rappel, la Constitution est entrée en vigueur depuis le 18 février 2006, mais bon nombre de Quinois ignorent son contenu. Maître Monjolo, vous avez suivi quand même, les Quinois, c'est quand même assez grave que bon nombre de Quinois ne connaissent vraiment pas la Constitution en soi. Mais vous êtes juriste. La toute première question, Maître Monjolo, quand est-ce qu'on peut changer une Constitution ou réviser les articles d'une Constitution? Est-ce qu'il y a un timing précis, après 10 ans, après 15 ans, qu'on peut bouger les choses? Non, il n'y a pas de timing précis. La Constitution, même au sein de la Constitution, il me semble que c'est l'article 5, si je ne m'abuse pas, qui prévoit les mécanismes de modification de la Constitution elle-même. Ce propre mécanisme est incorporé dans la Constitution, donc ce n'est pas quelque chose qui est figé, inamovible. Non, ça n'existait pas. Mais simplement, il y a un corps des règles, ce qu'on appelle les droits civils et politiques, qui sont très importants. Et monsieur qui a une mobilité réduite vient de dire quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a deux corps des règles au niveau de la Constitution. Il y a les droits civils et politiques, d'une part, qui sont un socle tiré des Nations Unies, et on est obligé de pouvoir les respecter. Droit à l'élection, liberté individuelle, opinion et tout ça. Bon, voilà. Et puis, il y a les droits socioculturels et économiques. Ça, c'est le deuxième corps. Donc, on appelle ça les droits de la première génération et de la deuxième génération. Ce sont les deux corps des règles qui sont intérieures. Pour l'instant, la plupart des pays sont en train de tenter pour y incorporer ce qu'on appelle les droits de la troisième génération, qui sont les droits liés à l'environnement. Vous voyez, vous avez 3 corps dans ces textes. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Les textes lui-même prévoient que, en cas de difficulté, parce que lorsqu'on installe une règle des droits, c'est par rapport à la situation du moment. On ne vise pas l'évolution de la société à un moment donné, ça peut changer au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ou 10 ans, ou 100 ans. Un exemple. Au niveau de l'Europe aujourd'hui, on a incorporé dans les textes
les mariages homosexuels. Ce n'était pas prévu. Parce que les constitutions étaient basées sur la conception très très dure liée au catholicisme. Vous faites les tours de l'Europe, chaque patelin a une église. Parce que les droits canons a géré totalement ces entités-là. Et puis, bon, en France notamment, la laïcité est arrivée en 1905 et on a séparé l'église et l'État. Mais néanmoins, les mécanismes de gestion sont restés quasi figés au sens chrétien du terme. Alors, pour s'en débarrasser, ça a pris un certain temps. Ce qui fait qu'on commence à modifier tout doucement. Et la France l'a fait, on a l'Espagne qui a fait, on a la Hollande qui a fait, ainsi de suite. Donc, toutes les constitutions peuvent être modifiables en fonction des réalités auxquelles on est confronté. Et chez nous, aujourd'hui, on est en DC. Revenons chez nous. Oui. Nous sommes confrontés à quelle réalité qui doit pousser à changer quel article de la Constitution, par exemple? Non, la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, puisque, bon, pour ceux qui font les élections, puisqu'on parle d'élections, ce que vous visez pour l'instant, ce sont les élections. Ceux qui font les élections au niveau de Kinshasa, qui se lèvent au matin et qui, bon, les périmètres immédiats de leurs activités, c'est leur quartier, leur commune, c'est beaucoup plus facile. Nous qui devons nous déplacer partant d'ici vers la province et tout ça, c'est très compliqué. Et ça coûte énormément cher. À la fois pour les candidats qui vont aux élections et à la fois pour l'État pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour accompagner cette élection et la réaliser sur le terrain. C'est très compliqué. Ça coûte énormément cher. On n'a pas ces moyens-là. Vous imaginez pour un budget qui aussi, tout au plus, je vous disais, 4 à 5 milliards de fonds propres, il faut en enlever presque 1 milliard pour faire les élections. Est-ce que vous imaginez Au nom de la paix, on peut le faire, non? Oui, mais madame, au nom de la paix, on peut le faire. Mais bon, qu'allez-vous faire avec les fronts militaires en permanence pour traquer les AFDL et Nalou et autres, des troubadours qui sont à l'est du pays? Vous ne sentez pas la tension aujourd'hui, depuis le début de l'année 2016, c'est une année presque de tension. Il y a même une sorte de paranoïa. Madame, vous ne le sentez pas vous-même, franchement? Lorsqu'on érige la mauvaise foi comme étant un mécanisme de gestion de l'État, ça pose un problème. Lorsqu'on érige la mauvaise foi ou les ambitions personnelles comme étant la démarche la mieux structurée pour accéder aux responsabilités, ça pose un problème. Depuis, j'ai parlé ici des concertations. J'ai parlé ici, il y a 2-3 ans déjà, les chefs d'État avaient demandé à ce qu'on puisse commencer à penser au dialogue, parce qu'il fallait absolument résoudre ces problèmes électoraux, notamment par rapport aux fichiers, par rapport aux jeunes majeurs, par rapport aux morts et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a retardé au fur et à mesure. Madame, je vous dis sincèrement, et je vous prends en témoin, admettons que dans 2-3 mois, on dise, voilà, on fait les élections. Qui est prêt pour faire ces élections? Financièrement. 90% des gens ne sont pas prêts, notamment au niveau de l'opposition. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. C'est du chantage. Vous en êtes sûr? Certains 100%. Certains 100%, parce que moi-même, on n'y va pas seul comme majorité aux élections, on y va avec les autres. Et on voit comment on se déploie tous de la même façon. Il faut les moyens, il faut un certain nombre d'éléments pour y aller. Donc la majorité a les moyens? Non plus. J'ai pas dit non, j'ai dit qui. Tant mieux, parce qu'on se demandera, la majorité trouve l'argent où pour qu'elle soit aussi prête? Non, je dis tout simplement. C'est-à-dire que les uns et les autres, nous ne sommes pas. Les moyens de l'appareil de l'État. Non, mais on n'est pas là. Je ne parle pas de ça. Je dis tout simplement, les uns et les autres, matériellement, ne sont pas en mesure de pouvoir aller faire ces élections-là dans l'immédiat, là, maintenant. Premier élément. Deuxième élément majeur. Qui va accepter l'issue des élections au terme des fichiers aussi corrompus? Parce que ce matin, j'entends encore à la radio quelqu'un dire, oui, mais écoutez, de toute façon, la CENI, on n'y croit pas, les résultats sont faux. Tiens, vous voulez que la CENI organise les élections? Or, votre conclusion, votre péroraison est déjà sortie en disant, de toute façon, l'issue des élections sera biaisée. Et par conséquent, on ne sait pas ce qu'on doit dire. Mais en même temps, vous sollicitez à ce qu'on y aille absolument maintenant. Mais finalement, alors qu'on vous dit non. Pour vous, pratiquement, Maître Monjolo, quel article doit-on changer dans cette Constitution? Non, c'est-à-dire... Donnez-nous un exemple pratique. Pour vous, quel article doit-on vraiment modifier? À part l'article 220 qui est verrouillé. Non, la difficulté... Vous estimez qu'il faut changer quel article? Non, la difficulté, c'est-à-dire les mots de scrutin, il faut qu'on revoie. Il faut qu'on change les mots de scrutin. Vous voulez qu'on passe de quoi à quoi? Non, c'est-à-dire que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un sérieux souci. J'ai vu des gens dans certaines provinces qui, par les fêtes de la démocratie, tiraient des chaussures parce qu'il a un peu de bagou, se trouve au Parlement. Il va ériger quelles règles? La démocratie a fait un parcours assez important dans la plupart des pays où, je vous dis, dans les années 30-20 en Europe, tu ne peux pas accéder au Parlement si tu n'as pas un minimum de bagage intellectuel, si tu ne gères pas déjà une partie de la société au sens structurel du terme, tu ne peux pas accéder au Parlement. Mais aujourd'hui, vous allez au Parlement, il y a des gens qui sont assis toute la journée qui ne peuvent pas sortir une phrase. Là, je vous ai vu être secoué quand quelqu'un n'arrivait pas à parler en français, qui parle en lingala. Mais on a la même chose au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là représentent exactement la population, oui ou non? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a comme ça un reflet. Mais en même temps, pour ériger
la structure normative qui est l'Assemblée nationale appelle quand même un minimum de connaissances et des gestions au minimum. Mais quand on n'a pas ça, on débarque au Parlement parce qu'on a eu 5 000 voix ou 10 000 voix. Il y a un peu le critérium par rapport on doit, au-delà des critères, on doit voir un peu comment est-ce qu'on doit filtrer. Il faut absolument filtrer, sinon on va faire quel type d'État? Si au Parlement aujourd'hui, la grande guerre, c'est juste les positionnements. Et puis quand les gens y arrivent, ils veulent tous aller au gouvernement. Personne ne veut y rester. Vous voyez les grands problèmes, c'est ça. Les gens sont en train de lutter pour aller au Parlement. Dès qu'ils y arrivent, ben non, ils ne veulent plus y rester. Madame, vous êtes une fine observatrice de la situation congolaise. Est-ce qu'en 2 mandats, vous pouvez me donner 2 lois mémorables qui auraient retenu votre attention et les noms de la personne qui a érigé cette loi? Vous savez, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que tout simplement, qui aurait même modifié votre propre existence. C'est très difficile. On a une difficulté par rapport à ça, parce que la sélection n'est pas très bonne, quelque part. Alors on fait comment? On doit revoir ça. Mais on ne revoit pas ça de manière militaire, de manière sécuritaire, on revoit de manière apaisée autour d'une table. Par rapport à la nationalité, est-ce que vous n'avez pas un point de vue par rapport à... Parce qu'il y a des Congolais qui estiment qu'ils ont droit, malgré qu'ils ont changé de nationalité, Maître Mondjolo, qu'ils ont droit à avoir leur nationalité d'origine. La double nationalité aujourd'hui, elle est à la mode. On ne peut pas priver à cette partie des Congolais ce droit à la dette congolais. Personnellement, j'y suis totalement favorable. La seule difficulté, c'est que dans notre pays, il y a à boire et à manger. Il y a des gens... On le vit déjà de fait, qu'on ne se parle pas la face. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans les institutions. On le vit déjà de fait, on n'a qu'à légaliser. C'est pour ça qu'il faut réguler ça. C'est-à-dire que dès qu'on dit que quelqu'un dont un parent doit être au minimum un parent d'origine structurelle congolaise, et par suite on peut évaluer. Je pense qu'il faut de manière apaisée, pas dans ces contextes ici. C'est pour ça que ces débats-là, ce n'est pas le lieu ni le moment. Vous savez, ça s'appelle un point de vue selon Leibniz. Et c'est le professeur Deleuze qui a démontré à suffisance cette notion du point de vue. Le point de vue, ce n'est pas une dimension individuelle. C'est une vérité qui doit rencontrer les autres vérités et ensemble, ça fait des points de vue. C'est ça le point de vue. Alors, c'est le point de vue que je suis en train de dire aujourd'hui parce que tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qui ont fréquenté un peu l'étranger, qui ont vécu un peu l'étranger, je suis issu de la diaspora, si on fait au moins 30 ou 40 ans à l'extérieur, fondamentalement, il y a au moins, on a au moins une personne de sa famille qui a acquis cette nationalité-là. Pour question de facilité, madame. Nous avons vécu l'ostracisme, le racisme, la xénophobie à tout moment. Et alors, beaucoup ont fait que, bon, écoutez, pour que nos enfants ne subissent pas la même chose, il faut faciliter les choses. Vous savez, vous avez un groupe d'enfants, des écoliers de 7-8 ans, qui arrivent dans un aéroport pour aller à une activité scolaire, et votre enfant est mis de côté parce qu'il n'a pas la nationalité du pays, parce qu'il ne peut pas monter dans l'avion comme les autres, il doit faire beaucoup de démonstrations. C'est une souffrance terrible pour un père qui est là, on écarte d'abord votre fils, les autres passent d'abord, et puis finalement on vérifie pendant 30-40 minutes, et finalement on le fait passer. On a les larmes aux yeux, on dit, mais on fait comment? Je dis, non, qu'on laisse qui deviennent français. Voilà, qui deviennent français. Comme Maître Gims qui le deviendra bientôt. Oui, mais c'est pour faciliter. C'est simplement pour certaines facilités administratives, mais le cœur reste congolais. Bien sûr, parce qu'on est congolais à la base, on a besoin de facilité. Mais bon, vous, comment aujourd'hui, parce que bon, on peut tirer notre épingle du jeu en disant, est-ce qu'on peut se rapprocher de quelque chose? Parce que dans la mesure où nos parents ont fait partie du socle qui a fait que ces pays existent, j'ai rien à me reprocher par rapport à ça. Si les jours, j'ai dit, bon, j'estime que j'ai besoin de ça, je dois même défendre ça de manière tout à fait... Mais il y a des gens, pour des besoins étrangers, c'est-à-dire qu'ils ont la nationalité pour pouvoir être les émissaires de ces pays-là, dans notre pays, pour... Comment dirais-je? Il y a un... Des gens d'espions, gens de traîtres? Oui. Ça s'appelle l'entrisme. Ça a été créé par Trotsky à l'époque. Trotsky a fait qu'il a créé un mouvement... C'est un soviétique, celui-là. Oui, c'est un soviétique. C'est lui qui est le père de l'armée rouge, qui a été tué par Staline par la suite. Il a fui, il est parti s'installer au Mexique. Les années 1919. Exactement. Non, un peu plus tard. Mais simplement, c'est pour dire que l'entrisme consiste à ceci. Les gens vont chercher des mandats, ça se faire adouber à l'étranger. Et alors, dès l'instant qu'on leur accorde, c'est pour une mission précise. Ils entrent chez vous, ils font des choses avec vous, et chaque fois que vous les voyez, défendre les intérêts étrangers, en permanence. On a vu même des gens qui étaient au Parlement se trouver dans la rébellion le jour d'après, élus par les peuples. Quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, élu par les peuples congolais. Et donc le mandat était de pouvoir exercer quelque chose par rapport à ça, modifier leur vie, ériger des règles. Cette démarche normative dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais malheureusement, ce même monsieur se trouve dans un groupe rebelle à l'étranger. Donc vous entrez dans une salle, vous avez en face de vous l'autre côté. Un député national assis en face de vous. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là?
Mais ce n'est pas votre place. Et les peuples que vous avez élus, et certains ont été massivement élus. Vous imaginez ça représente pour cette population-là? Vous allez faire la rébellion, prendre les armes contre votre propre pays. Ça pose un souci. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, la ville morte du 16 février, l'un des temps forts de l'actualité de cette semaine. Donc, nous vous proposons les constats qu'a réalisé notre équipe de reporters et la réaction des politiques. Kinshasa s'est levé d'un mauvais pied ce mardi. Trafic routier timide, certains magasins et supermarchés fermés. La population, pour la plupart, est restée à la maison. Certains qui nous ont rencontrés dans les rues de Kinshasa parlent de la victoire de l'opposition. Ville morte est Simbi. Depuis Tongo, on a une ville, un hôpital, mais depuis Nayaki, on a la circulation exatée, transport exaté. On a écoute si bandal, mais on a transport. Celui-ci, par contre, évoque l'échec de l'opposition. Il estime que c'est par peur que la population n'est pas sortie. Je pense qu'il n'y a pas tellement grand-chose en termes de réussite. Parce que Batuming, en tout cas, c'est par peur. Il y a un événement de peut-être Bavaï Nabandako. Je ne pense pas que c'est un appel qui a suscité un certain nombre d'engouements au niveau de la population. Je ne pense pas. En tout cas, l'atmosphère du jour n'a pas empêché à ces gérants de magasins d'aller à son lieu de travail. Nous étions là dès le matin parce qu'on ouvre à 9h et effectivement à 9h nous étions, mais timidement, mais nous, du moins on a vendu. Cette journée chantée par certains et fustigée par d'autres est demeurée inconnue de certains Kinois. Personnellement, je n'ai aucune information précise, mais à mon avis, je souhaiterais que le calme règne à Kinshasa. Le constat que j'ai fait, il y a le transport opérationnel, les gens circulent, il y a du sérieux, il n'y a pas vraiment un grand problème. À chaque jour suffit sa peine, dit-on. Chacun aura tiré les leçons de ce mardi 16 février. Journée ville morte ce 16 février sur toute l'étendue du pays. À la majorité présidentielle, on n'est pas avare des mots pour qualifier le manque de réussite de cette activité de l'opposition. L'appel à la journée ville morte est un coup d'épée dans l'eau. À mon avis, les vendeurs d'illusions n'ont pas atteint leurs objectifs. Qu'il s'agit d'un échec, puisque leur communiqué parlait d'une ville morte totalement du matin jusqu'à la nuit. Et je crois que là où vous m'interviewez, nous ne sommes pas la nuit. Échec, fiasco, flop, des qualificatifs sur fond d'une série de dénonciations. Léonard Chéokitundu, par exemple, n'épargne pas certaines missions diplomatiques. Je ne peux pas ne pas dire un mot concernant certaines missions diplomatiques qui ont voulu donner un coup de pouce à l'opposition, même si elles s'en défendent, mais ces missions ont joué un rôle effectivement négatif. Je crois qu'aujourd'hui, ces missions diplomatiques se rendent compte aujourd'hui de la faiblesse de l'opposition congolaise. Pour le camp présidentiel, il ne fait plus aucun doute, l'opposition congolaise est à court d'arguments. Il est temps pour elle de se tourner vers l'essentiel, c'est-à-dire le dialogue. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un grand problème pour l'intérêt supérieur du pays, celui de trouver un cadre électoral qui puisse assez que le souverain primaire s'exprime en toute clarté et que la vérité des urnes soit établie de manière à légitimer définitivement les autorités qui sont issues des urnes. En attendant, tous saluent l'attitude de la population qui, selon eux, n'a pas adhéré à cette démarche de l'opposition et que l'on a signalé aucun débordement en son sein. Nous félicitons notre peuple. Nous disons merci, bravo à toutes les Congolaises, à tous les Congolais qui ont suivi notre mot d'ordre. Nous disons, ce n'est qu'un début. Nous avons commencé avec des actions d'envergure et nous disons à notre peuple de continuer à suivre nos mots d'ordre. Nous allons revenir au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, chaque mois. Nous allons leur dire qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais pour aujourd'hui, je remercie encore le peuple congolais partout parce que cette journée ville morte a été observée dans la tranquillité.
dans le respect des lois de la République. Il n'y a pas eu de casse. Et vous voyez, quand les policiers et les militaires ne gênent pas la population, quand les policiers et les militaires ne pillent pas, la population ne pille pas. Donc, les gens sont restés chez eux, mais je déplore simplement des menaces. Mais de toutes les façons, vous le savez, que quand un peuple est déterminé, quand un peuple est engagé, même une tsunami ne peut pas l'arrêter. Maître Mondjolo, cette journée du 16 février 2016, c'est verre à moitié vide pour les uns et verre à moitié plein pour les autres. Et quelle est votre propre lecture par rapport à cette journée déclarée ville morte par l'opposition? Bon, madame, de manière principielle, je dirais ceci. De quoi s'agissait-il normalement pour le 16 février? La première question se pose. Tous ceux qui prétendent avoir un minimum de démarche intellectuelle, parce qu'un intellectuel, contrairement à celui qui est instruit, l'intellectuel, c'est celui qui produit de l'intelligence, pas celui qui ressort tout simplement de manière assez banale ce qu'il a appris à l'école. C'est lui qui, de ce qu'il a appris à l'école, essaie de transformer, produire des éléments d'intelligence permettant d'asseoir sa notoriété au niveau de la société. Bon, la journée en question, c'est quelle journée? Le 16 février, des tristes mémoires, c'est une journée douloureuse. Alors, si maintenant on la récupère pour en faire un point de départ d'activité politique, très bien, c'est dommage. Mais en même temps, il avait été lancé les mots selon lesquels ça serait l'apocalypse, au sens où tout s'éteindrait, personne dans la rue, il ne se passe rien. Apocalypse. Mais oui, mais au sens où rien ne fonctionne, l'État est bloqué complètement pendant... Donc il ne se passe rien. C'est une forme de revendication aussi. Cette revendication, est-ce que vous pouvez la placer seulement au moment où on doit penser à des martyrs ou vous devez trouver une autre date? Madame, pour mémoire, je vous explique que j'ai suivi, comme tout Congolais ou ceux qui vivent à Kinshasa suivent, que 50 partis politiques qui ont lancé le mot d'ordre notamment, se sont réunis à Sainte-Thérèse, en Djili, l'année passée. 50 partis politiques qui ont fait leur propagande auprès de leurs militants pour se réunir et faire passer un message. 50 partis politiques de l'opposition. Nous sommes dans une partie de la RDC ou de Kinshasa qui recèle à peu près 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, n'est-ce pas? On appelle Chine populaire, tout ce que vous voulez, tout ça, pour pouvoir monter l'envergure des gens qui y habitent. On a difficile à traverser cette zone-là. Des 50 partis politiques, on n'a vu que 2000 personnes. 2000 personnes. C'est selon la majorité présidentielle. Hein? Bon, est-ce qu'il y a eu des comptes? Ça madame, aussi, c'est la question. Vous, comme avec toutes les télévisions qui ont observé, puisqu'on a les images, est-ce qu'il y avait 50 000 personnes? Vous me direz, là-dessus, on peut tomber d'accord qu'il n'y avait pas 50 000 personnes. Pas 2000 non plus, non. On n'a pas le chiffre exact. Voilà. Donc, admettons, je donne une moyenne cadeau de 15 000 personnes sur un total de 5 millions d'habitants avec... C'était un jour ouvrable, Maître Mondjolo, n'ayez pas la mauvaise foi, c'était un jour ouvrable, les gens étaient au travail peut-être, mais quand même réussir à mobiliser ne fût-ce que 2000 personnes. Vous voyez comment les gens s'évertuent maintenant à trouver comment couvrir cette imperfection notoire que l'incapacité de pouvoir réunir du monde alors... Donc pour vous, la ville morte du 16 février est un échec, carrément. Ça fait pchit en partie. Pourquoi? Lorsqu'on lance... Il y a eu trop de menaces, comme l'a dit Martin Fayoulou, la population a été menacée. Vous avez suivi les communiqués du ministre du Travail, selon les uns. On a menacé d'exclure les fonctionnaires qui n'iront pas au travail. Et il y a eu d'autres magasins, même à Lumumbashi, qui ont été scellés. Alors la population a eu peur de perdre son travail. Madame, la mauvaise foi, ça des particuliers que chaque fois ils trouvent un mur, puis bon, ben, ils s'écrasent. Combien de personnes participent à l'ouverture des magasins à Kinshasa? Sur la population des 13 millions d'habitants à peu près aujourd'hui, il y a combien? Y a-t-il 1 million de personnes? Non. C'est très peu. Mais vous avez quand même senti le ralentissement de... Il y a eu légitimement, il y a eu ralentissement des activités. Très bien. Dans une partie de la journée, entre le matin et midi, pour la simple raison, lorsqu'un parent, on lui dit que si ton enfant sort aujourd'hui, il y aura des grabuges, il peut avoir attrapé une balle perdue. Un parent responsable dirait, écoutez, il vaut mieux qu'il rate une journée de classe plutôt qu'il y aille. Qu'il perde la vie. OK. Et puis, il y a d'autres personnes, notamment les ambassades,
Voilà le rôle des ambassades, en fait. Le sénateur chez Okitundu l'a relevé. Vous pensez que les ambassades ont ajouté un peu de la psychose pour cette journée avec leur communiqué interdisant à leurs ressortissants de sortir ou à leurs enfants d'aller à l'école? Nous avons pris l'habitude dans ce pays de croire à ce qui vient de l'étranger plutôt qu'à ce qui vient des autorités locales. Ce qui fait que quand une ambassade dit quelque chose, on a l'impression que c'est paroles de Bible, paroles d'évangile. C'est très malheureux. C'est-à-dire qu'une ambassade déclame qu'effectivement, il faut qu'on ferme l'école consulaire, et par conséquent, il y a ricochet autour des autres écoles en disant oui, mais si l'ambassade a dit ça, c'est qu'ils ont les bonnes informations. L'ambassade fait office de parent, vous l'avez si bien dit. Il a eu peur aussi. Bon, vaut mieux que leurs ressortissants perdent une journée que de perdre une vie. Non, l'ambassade devient la caisse des résonances d'une certaine tendance. Ce n'est pas office des parents. Moi, je dis les parents qui a l'information, qui reçoit l'information, selon laquelle on dit que demain, il y aura des problèmes. Les ambassades de ces pays sont la caisse de résonance de l'opposition. Vous leur donnez... Les ambassades de ces pays... Quelle force a cette opposition aujourd'hui pour être la caisse de résonance des ambassades? Vérifiez vous-même que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce pays, un certain nombre de compatriotes courent vers les ambassades pour aller faire état de leur situation directe. Vous ne le faites jamais, la majorité. Il n'y a pas les gens de la majorité qui courent vers les ambassades? Mais pour aller faire quoi dans une ambassade? On n'a pas cette tendance-là. L'ambassade, c'est une structure administrative simple. Pourquoi lui accorder cette importance? C'est quoi une ambassade? C'est une structure administrative simple. Aujourd'hui, madame, je suis conseiller du ministère des Affaires étrangères. J'ai rang d'ambassadeur. En quoi suis-je important pour qui que ce soit? Ça n'a aucune importance. Je ne fais qu'une activité administrative par rapport à mon domaine précis, point barre. Donc l'opposition travaille, entre guillemets, avec les ambassades pour foutre un peu le bordel, permettez l'expression dans ce pays, c'est ça? Non, c'est pas travail avec les ambassades. Ce que je dis, c'est ceci. En collaboration? Lorsque ou sous un Congolais des souches... L'impulsion des ambassades? Oui, mais attendez. Lorsqu'un Congolais des souches se remémorant de ce qu'on a dit tout à l'heure concernant Lumumba, où on a l'ambassade qui est en train de dire nous devons les tuer, ça vient d'une ambassade. L'américaine, pour ne pas la citer, et les Belges sont en train de parler de la même chose. C'est-à-dire que ce sont les missions diplomatiques qui organisent la mise en œuvre de l'exécution de Lumumba dans ces pays. Et c'est tracé, c'est officiel, c'est même pas une question cachée. Les parlements belges s'en est saisis, les gouvernements belges s'en est expliqué, ils ont fait des excuses par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait à travers leurs ambassades, c'est connu. Le leader premier de ces pays a été tué par les mécanismes étrangers à travers le Congolais. Le ministre des Affaires étrangères qui gère les ambassades de la RDC partout dans le monde, qui vous interdit à vous, Congolais, dans vos ambassades, de faire la même chose, je ne sais pas moi, de faire ce qu'eux ils font, d'entrer avec leurs opposants français, je ne sais pas quoi, faire ce qu'ils font, faites-le chez eux. C'est la loi de la réciprocité. Non, on se plaint trop, mais maître Guillaume Manjolo, en fait, comment j'ai dit Guillaume? Oui, c'est exactement ça. Guillaume Manjolo. Ah, c'est Guillaume, oui, voilà, donc, vous vous plaignez trop. On a l'impression que la RDC se plaint, ne fait que recevoir des coups et réagit. Faites la même chose. Vous dites que les ambassades sont en acquaintance avec l'opposition. Mais prenez la même chose. Soyez en acquaintance avec les opposants de François Hollande. Une certaine opposition, malheureusement. Pas toute l'opposition. Je ne vais pas comme ça jeter... non. Il y a le propre sur toute l'opposition. Il y a des gens tout à fait valables dans l'opposition. D'ailleurs, de toute façon... Pas au G7. Soyons clairs, on parle à la population. Nous parlons à la population, là. Nous ne parlons pas aux petits-enfants. On m'a posé la question sur le G7, je n'ai jamais répondu, je ne vais pas répondre là-dessus parce que j'estime qu'il n'y a pas de sujet. Quel genre d'opposition? L'opposition est plurielle. Dans l'opposition, il y a des gens... Aider cette population à comprendre et peut-être de se mettre aussi en garde. Quelle opposition, là, est en acquaintance avec les ambassades? Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition, je n'ai pas ici envie de distribuer des grades, satisfecit aux uns aux autres, non, ça n'a rien à voir. Mais simplement, chaque personne qui analyse verra qu'effectivement, il y a une frange importante d'opposition. Dès qu'il s'agit d'un problème, appelle les ambassades, va à l'ambassade et tout ça. Il y a d'autres qui disent non, mais nous, on n'est pas mêlés par rapport à ça. Très bien. Parce qu'on a des précédents qui sont assez durs, assez tristes pour notre pays. Les précédents Lumumba restent des précédents utiles et essentiels, qui est le socle de ces pays, qui est le fondement de ces pays. Alors, ces précédents-là doivent être pris en compte en permanence. Si on ne fait pas attention à ça. Et alors, vous me dites, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose chez eux? Vous savez, nous avons une politique de non-ingérence en permanence. Les chefs de l'État a fixé les cadres. Ils s'en foutent de cette non-ingérence. D'ailleurs, on va parler du communiqué qu'ils ont fait tout à l'heure. Donc, ils s'en foutent de votre non-ingérence. Mais la grande difficulté, madame, c'est qu'on n'entre chez vous qu'à travers vos propres compatriotes. C'est-à-dire qu'une ambassade ne peut pas s'ériger en modèle de fonctionnement de cette manière-là, macabre, dans un pays, s'il n'y a pas une porte d'entrée. S'il n'y a pas des fils des pays qui leur permettent ça. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça la grande difficulté. Il faut absolument qu'on sorte de ces... C'est-à-dire ceux qui se disent Congolais à part entière, et ils sont Congolais à part entière, et d'origine, des souches, avec des entités connues, des ethnies connues, des tribus connues, des territoires connus, et de manière séculaire. De manière séculaire. Et ils doivent se poser la question, à qui laissent-ils ces Congos ici?
aux étrangers ou à eux-mêmes ou à leurs fils et tout ça. C'est très important. Les goûts ou la soif du pouvoir ne peut pas vous enivrer au tel point. Et la rancœur, madame, la rancœur. Nous vivons dans un pays où la rancœur est devenue un mot de fonctionnement. C'est-à-dire que je ne t'aime pas, j'étais avec toi, et surtout, c'est un peu comme dans les couples. Lorsque les gens vivent ensemble, vous voyez, comme avocat, je vois les divorces, la manière dont ça se passe. La rancœur qui surgit des divorces. Il n'y a pas... C'est-à-dire l'essence des repères, les bons sens est porté disparu lorsqu'on est en période de divorce et tout ça. Et c'est ça, en fait, qui se passe en RDC au niveau de la politique. Voilà, nous allons continuer, mesdames et messieurs, après la ville morte, évidemment. Le lendemain, la communauté internationale, à travers ces institutions telles que l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, ont publié un communiqué et les politiques et la société civile ont évidemment réagi par rapport à cela. Plus de détails donc dans ce chapitre. D'emblée, les 4 organisations signataires de ce communiqué conjoint rappellent l'attention particulière qu'elles accordent à la situation en RDC en perspective des prochaines élections. L'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi les Nations unies estiment que le déroulement des scrutins dans les conditions de paix, de transparence, des régularités et, je cite, à bonne date, s'avère plus que nécessaire pour la RDC afin de consolider les progrès enregistrés depuis plus d'une décennie. Selon les 4, cette charge revient à la classe politique congolaise qui, en se référant au cadre constitutionnel, doit assurer la réussite des élections, préserver la paix, approfondir la démocratie, y compris à travers un processus politique, d'où l'importance du dialogue. S'agissant de la désignation d'Edem Kodjo comme envoyé spécial de l'Union africaine pour entreprendre des consultations sur le dialogue envisagé en RDC, l'UA, l'UE, l'OIF, les Nations Unies exhortent les acteurs politiques congolais à lui apporter leur soutien. Ces organisations rappellent que cette démarche de l'Union africaine entre dans le cadre des instruments de l'UA dans la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Quand vous voyez 4 organisations qui travaillent beaucoup en matière de démocratie, qui viennent ajouter une déclaration par rapport à d'autres que nous avons déjà suivis, c'est une dynamique en fait qui s'est déjà créée autour du dialogue. On ne peut pas appeler à dialoguer et parler du respect des délais constitutionnels, parce qu'il est possible que les gens entrent au dialogue, eux-mêmes les acteurs politiques, ils prennent des décisions consensuelles qui nous font sortir des délais constitutionnels. C'est possible. Et c'est ce qu'on a vu à Sun City. On n'a pas parlé de délais constitutionnels, on a dit de tenir les élections à bonne date. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire, bonne date. À la lecture près de leur déclaration, il en ressort qu'ils tiennent effectivement au dialogue dans le seul objectif de pouvoir respecter le cycle, les délais constitutionnels majeurs. Mais nous nous posons des questions lorsque nous voyons le financement d'une partie de fonds tels que l'avait sollicité la CENI par le gouvernement de la République, et aussi bien la sécurisation des élections. C'est en fait autant de besoins, autant de sujets qui devaient faire l'objet du dialogue. Mais puisque le gouvernement de la République est en train aujourd'hui de vider toutes ces revendications qui devaient pourtant être traitées au dialogue. Alors, je me pose la question sur la substance qui sera réservée au dialogue. Donc, je me dis que à ces stades, nous allons de plus en plus vers le non-sens du dialogue. Nous sommes satisfaits que notre message a un écho à ce niveau-là. Maintenant, ils reviennent, ils nous demandent, nous, acteurs congolais, ils disent, ces organisations demandent, je lis les textes, ils disent, elles demandent instamment aux acteurs politiques congolais de ne ménager aucun effort dans le cadre de la constitution de leur pays pour assurer la tenue des élections, préserver la paix et approfondir la démocratie, y compris à travers un processus politique. Donc, s'il y a des discussions, c'est dans le cadre de la constitution de notre pays. Les décisions prises par l'OUA et les efforts que déploie l'envoyé spécial sur le terrain s'inscrivent
dans le cadre des instruments pertinents de l'Union africaine, y compris la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous, ça nous réconforte. Il appartient maintenant à M. Kodjo de nous dire comment cette mission concrètement va s'inscrire dans la logique du respect des principes, des instruments, on dit ici pertinents, c'est que nous avions rappelé il n'y a pas un bout de temps. Nous estimons que la communauté a quand même capté notre message parce que la population congolaise est attachée à cela. Donc ceux qui se cramponnent pour changer la constitution, ce n'est pas une raison. On nous demande d'initier des dialogues dans le cadre de la constitution de notre pays. Le dialogue doit se tenir dans l'esprit de la constitution de la République. Et la constitution de la République prévoit de bonnes dates d'organisation des élections. Je suis avec un juriste, Maître Guillaume Monjolo. Question directe. Est-ce que le dialogue est anticonstitutionnel? Pas du tout. Il est même nécessaire. C'est quoi un dialogue dans une société démocratique? Habermas dit, lorsqu'une société démocratique se met en place, elle a pour vocation de discuter en permanence pour trouver des solutions, y compris sur ce qu'ils avaient figé. C'est ça. Le Parlement ne joue pas ce rôle-là d'endroit bien précis pour discuter. Parce que nous avons mandaté, nous le peuple, nous avons mandaté notre pouvoir, nous avons remis à ces députés pour parler à notre place. Ce n'est pas l'endroit indiqué pour parler, pour dialoguer? Non, c'est-à-dire que les dialogues, le Parlement est là pour pouvoir ériger des règles. Tout simplement. C'est ça son rôle premier. Okay. C'est pour légiférer. Il est là pour ça. Les politiques est là pour discuter et proposer au Parlement les règles. Le Parlement peut s'autosaisir pour proposer certaines règles, mais ce n'est pas son rôle prépondérant. Les dialogues, c'est tout à fait autre chose. C'est une démarche politique, de la société politique. Ce qui a fait Sun City, ce qui a fait la conférence souveraine. Le dialogue vient au-dessus de toutes les institutions maintenant. On a l'impression... Le dialogue à Sun City nous a donné les 1+4. C'était au-delà. La constitution précédente n'avait pas prévu ça. Mais les bénéficiaires... Donc on se pose la question, qu'est-ce que le dialogue d'aujourd'hui nous fera sortir comme monstre? Permettez l'expression. Madame, il y avait un choix à faire pour Sun City entre une partition qui pouvait devenir définitive des 3 entités politiques au niveau de la RDC, qu'on découperait pour faire 3 États et dialoguer. Et vous allez dire non, nous nous cramponnons sur la constitution antérieure pour ne pas aller au dialogue de Sun City, et tant qu'à faire, on perd les pays. C'est ça. On est dans une... La RDC est en crise, Maître Guillaume. La crise est majeure au niveau électoral. C'est seulement sur le plan électoral qu'on sur le plan, oui, la crise est à ce niveau-là, parce qu'on a des préalables à pouvoir rencontrer, on a des problèmes à évacuer, à vider, avant de continuer le processus. Et ces préalables sont notamment, et là les techniciens de la cellule l'ont dit, les fichiers électoraux tels qu'il est actuellement posent un problème. Il y manque 7 millions de personnes à 8 millions de personnes, il y manque 7 millions de Congolais à 8 millions de Congolais, donc qui ne pourront pas voter si on va dans l'état actuel des choses. Il y est ajouté, enfin, il subsiste encore plus ou moins 1 million de personnes ou 2 millions de personnes qui sont décédées. Et il y a encore en plus de ça, des doublons ici et là. Quel entendement faites-vous du communiqué de la communauté internationale à travers ces institutions? Est-ce une forme d'injonction, de supplication ou d'exhortation en fait? On est dans l'exhortation par rapport aux réalités. L'OIF fait passer par ici, madame. Parce que l'OIF fait partie. On a parlé de l'Union africaine, on a parlé des Nations unies, on a parlé de l'OIF, n'est-ce pas? L'OIF a été mandaté pour pouvoir vérifier ce qui se passait. L'OIF est arrivé ici et a dit non, ces fichiers corrompus. Ces fichiers ne permettent pas d'aller aux élections. C'est l'OIF, c'est les rapports est là. Mais c'est faisable dans les délais constitutionnels. Il a bien précisé aussi, si je me rappelle. L'OIF est passé en quelle période? Il y a déjà 2 ans. Madame, il y a 2 ans. Quand l'OIF a dit ça il y a 2 ans, c'était pas en 2016, c'était au début de 2015. Et à l'époque, on disait qu'effectivement, déjà à l'époque, tout le monde avait l'information selon laquelle il fallait plus ou moins 16 mois pour pouvoir nettoyer les fichiers, l'apprêter pour les élections. Mais les gens refusaient d'aller au dialogue à cette époque-là. Ils refusaient, ils freinaient en permanence. Mais vous savez, la procrastination, nous sommes en train de traîner au jour le jour. On avance vers quoi, madame? Quand on n'avance pas, on recule. Mais effectivement, parce qu'on a un problème aujourd'hui qui est celui du fichier électoral. Bon, il n'est pas nettoyé, il n'est pas à jour. On fait comment pour aller à ces fameuses élections dans le délai imparti par la Constitution?
Mais si aujourd'hui, vous êtes juriste, projetons, si aujourd'hui on dépasse, on ne respecte pas les délais constitutionnels comme prévu, quel scénario pour 2017? Est-ce que ce sera le scénario Haïti ou ce sera le scénario, je ne sais pas, notre formule 1+4, ce sera le scénario transition? Que projetez-vous pour la RDC? Premier élément, il n'y aura pas l'apocalypse. Premier élément qu'il faut retenir. Le ciel ne tombera pas sur la terre. Il n'y aura pas l'apocalypse. C'est-à-dire que, bon, ce message qui vient, si c'est pas à telle date et tout ça, non. Aujourd'hui, la communauté internationale vous dit à bonne date. Bonne date, c'est ça, bonne date. Bonne date conformément. À la Constitution, hein? Non, pas du tout. Conformément au dialogue, à la démarche politique. J'ai retenu les deux mots. Politique et bonne date. C'est-à-dire que vous devez vous mettre d'accord. Parce que il est irréaliste et non raisonnable au sens propre du terme d'aller à une compétition sans qu'on ait les outils de la compétition. On va aux élections comment? D'où la nécessité du dialogue. Mettons-nous autour d'une table. Regardons ce qui se passe comme problème. Quel schéma? Nous y allons. J'avais proposé trois schémas. Oui. Donc pour vous, schéma Haïti, transition ou l'apocalypse? Vous avez déjà dit non, ce n'est pas l'apocalypse, ce n'est pas le chaos. Oui. Schéma Haïti? Schéma RDC. Schéma RDC. Ça veut dire? RDC. Nous allons en transition. Vous êtes pour la transition? Non, mais, madame, il ne m'appartient pas de pouvoir dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Non, mais c'est votre point de vue. Vous êtes juriste, vous êtes quand même un intellectuel, vous l'avez si bien dit. Essayez de projeter. Je vous rappelle. Que proposez-vous de mieux pour la RDC? Une transition pour que nous préparions calmement ces élections où on fait, genre Haïti, le président se retire, un autre président vient pour préparer la transition et préparer les élections. Tout est possible. Madame, je vous rappelle que les points de vue, c'est la vérité et non, ça doit être raisonnable. Ça ne doit pas être juste une idée comme ça. C'est la vérité. C'est-à-dire que c'est une vérité scientifique, ça un point de vue. Le point de vue est utilisé aujourd'hui à tort à travers. Le point de vue, c'est une vérité scientifique. Leibniz l'a dit, il a démontré, Deleuze l'a entériné. Ce que je dis, c'est ceci. Qui avait pensé à 1+4 sur la planète? Personne. N'est-ce pas? Ce sont les discussions congolaises qui ont fait ressurgir une possibilité congolaise, qui était celle-là. Au jour d'aujourd'hui... Imposé peut-être par la communauté internationale aussi, madame, Maître Guillaume. Non, pas imposé. Les gens, quand les Congolais se réunissent en Afrique du Sud, ils ont choisi le terrain pour les discuter, ils étaient entre eux pour pouvoir discuter, trouver des solutions. On ne peut pas dire ça. La volonté de pouvoir... Les gens peuvent vous aider. On est soutenus par les gens les uns et les autres. Et nous, on a eu les soutiens notamment de l'Angola, de l'Afrique du Sud et tout ça, y compris de Namibie et Zimbabwe et tout, à un moment donné, pour le pouvoir central. Très bien. Mais ça ne veut rien dire ça. C'est pas ça la volonté de la population congolaise. C'est pas ça la volonté du politique congolais. La volonté du politique congolais, c'est celle qui a été dégagée en 60, lorsque je vous disais encore ici, que le Lumumba, enfin, les officiels se déplacent à Bruxelles, ils disent non, on ne peut pas discuter sans Lumumba. Ça, c'est la volonté congolaise. Donc, c'est cela qui va déterminer la mise en place de l'État qui est le nôtre aujourd'hui. Mais actuellement, qu'est-ce qui est demandé? C'est asseyons-nous autour d'une table. Mais la difficulté qu'on a pour aller autour d'une table, madame, c'est la tour des Babel de l'opposition. C'est la tour des Babel de l'opposition. Ces gens parlent, chacun a dissonance différente. On ne sait pas qui dit quoi, qui veut aller, qui ne veut pas aller. Mais en même temps, unanimement, ils sont d'accord que les fichiers sont corrompus, qu'on ne peut pas y aller comme ça, qu'il manque 7 millions de personnes dedans, et ils savent pertinemment que la démarche pour résoudre ces problèmes prendra un certain temps. Ce certain temps est dicté par les techniciens qui nous diront ce qu'il faut faire. S'il faut discuter avec les techniciens, aller sur le terrain, qu'ils y aillent avec les techniciens sur le terrain pour vérifier ça. Mais tout ça ne s'est fait que dans un cadre de dialogue. Alors on détermine ensemble, voilà, chers amis, chers compatriotes, frères et sœurs, nous sommes de toute façon de la même famille. On fait comment maintenant? Vous voulez venir au pouvoir? Très bien. Le dialogue devient aujourd'hui, Maître Guillaume, la superstructure qui résoudra tous ces problèmes. Hein? Ce n'est pas la superstructure. Pas du tout. C'est la seule possibilité. La seule possibilité. La seule possibilité, madame. La seule possibilité, parce qu'on peut, sinon on est dans le mur. C'est la seule possibilité. Quiconque vous dirait le contraire... Parce que vous comprenez quand même les revendications des autres qui ne sont pas d'accord pour ça. Peut-être qu'il y a d'autres préalables que vous devez mettre sur place. J'entends aujourd'hui, madame, les gens déplacer les curseurs avec des mots nouveaux, genre négociation et non dialogue. Négociation face à face. Ça vient de l'opposition. Une partie... C'est le G7 qui l'a dit. J'en ai parlé. Négociation face à face et non dialogue. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, c'est juste les curseurs. On joue dans... C'est la sémantique. Nous aimons les concepts, nous, en RDC. Oui, mais c'est comme les glissements. Ça veut dire quoi exactement? Conceptualiser, déconstruiser et sortons un mot là-dedans. Mais visitons Derrida qui nous dit c'est quoi glissement? Aujourd'hui, c'est quoi négociation? Vous allez négocier quoi? On négocie quoi? Il n'y a rien à négocier. Ce qu'il y a à faire, c'est qu'on a un problème majeur qui est le fichier électoral qui n'est pas à jour, nous permettant d'aller à une compétition normale. Bien, ces fichiers électoraux avaient déjà été corrompus en 2011, a suscité des problèmes majeurs. Aujourd'hui, on fait quoi? On répare avec les mêmes. Qui
est pire que l'ancien, dans la mesure où il y manque 7 millions à 8 millions de jeunes gens, dans la mesure où il y a encore inclus plus ou moins 2 millions de morts ou un peu plus encore. Et quand on arrivera à la date, soi-disant, figée constitutionnelle, il y aura un problème parce qu'il y aura encore d'autres morts et d'autres jeunes gens qui auront atteint la majorité. Voilà, on est bloqué par rapport à ça. Nous allons clôturer, mesdames et messieurs, ce magazine par la clôture, permettez la tautologie, aussi de l'atelier sur le changement des mentalités et la journée mondiale dédiée à la radio. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier sont arrivés à produire un document capable de mettre sur pied une communication à même de permettre une appropriation et une imprégnation par la population, surtout quinoise, de la nécessité de lutter contre les violences basées sur le genre. Pour Thérèse Olinga, il en va de la qualité de vie de cette dernière. Nous voulons un pays fort, un pays émergent. Cette force et cette émergence, on pourra la mesurer par rapport à la qualité de vie de la population. Et les violences, et particulièrement les violences en direction de la femme, que la femme ne s'épanouit pas, et une personne qui n'est pas épanouie n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Ces assises ont bénéficié de l'expertise de l'UNESCO, surtout dans son volet communication pour le changement de comportement. La ville-province de Kinshasa nous le montre, une grande ville où nous avons la paix, mais les violences sont là, silencieuses, indicieuses, partout dans la société, dans les strates de la société. Et c'est ce que nous essayons, que nous souhaitons endiguer et combattre au travers de cet outil de communication pour le changement de comportement. Le Canada n'était pas en reste. Son ambassadeur à Kinshasa insiste sur la prise en compte des victimes des violences sexuelles pour des résultats escomptés. Aussi important est-il de travailler avec les victimes survivantes afin qu'elles puissent surmonter les souffrances qu'elles ont connues. Aussi important est-il de s'attaquer à la prévention, donc de prévenir ces incidents. Satisfaite par la qualité des échanges et par les engagements des uns et des autres, la ministre provinciale du genre entend partager avec ses pairs cette expérience, ce dans le cadre du Forum des ministres du genre de 26 provinces qui va se tenir dans les prochains jours. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés en marge de cette célébration. Il s'agit entre autres de l'impact social et l'accessibilité de l'information qu'offre la radio, le soutien des survivants et les personnes vulnérables, mais aussi l'accès immédiat aux fréquences radio qui, en somme, sauvent des vies en cas d'urgence ou des catastrophes naturelles. Une importance pas de moindre, d'après le représentant de l'UNESCO en RDC. Abdourahmane Diallo revient ici sur la nécessité de cette célébration. Nous vivons dans un monde de plus en plus fragilisé par les catastrophes naturelles, les crises et aux conflits qui contribuent à rendre vulnérable un très grand nombre de personnes. Selon le rapport de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, près de 107 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles en 2014. Il se trouve que la radio, aux côtés des organisations humanitaires, a un impact de plus en plus important auprès des communautés touchées par des catastrophes et des situations d'urgence. L'UNESCO a voulu souligner cela et attirer l'attention de la communauté internationale sur cette capacité de la radio à réduire les vulnérabilités. Pour rappel, cette célébration intervient le 13 février de chaque année avec comme but de commémorer la radio en tant que médium, mais également un moyen de développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs et encourager les principaux réseaux et les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, l'égalité des genres sur les ondes. Merci. Maître, question directe. Moi, j'aime bien les questions directes. Le mal congolais, c'est le Congolais lui-même? Globalement, c'est les Congolais lorsqu'ils s'ouvrent à des possibilités étrangères à sa propre entité. Changement de mentalité, c'est vraiment un impératif aujourd'hui. Hein? C'est un impératif, vraiment un impératif. Je suis en train de sortir un autre texte, puisque, bon, comme je disais, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai produit dans la philopolitique. Il y a un instrument que je vais produire bientôt. Je pense qu'à un moment donné, on doit revenir à la discipline au sens militaire du terme, c'est-à-dire que les services militaires obligatoires. Pour un peu de patriotisme, redonner un peu l'amour on a besoin de la patrie. que chaque enfant, dès l'âge de 12 ans, soit formé
civiquement, formé militairement dès l'âge de 12 ans. Pour qu'il sache que ça, c'est l'intérêt public, ça, c'est l'intérêt privé. Et quand il atteint 18 ans, qu'il puisse absolument faire son service militaire obligatoire. J'ai écrit avec les mécanismes de financement, tout ça j'ai prévu. Hein. Donc si j'ai l'opportunité d'être au Parlement, ça sera mon cheval de bataille pour que je puisse proposer cette règle-là, absolument. Tant qu'on n'a pas cette discipline militaire dans ce pays, est-ce que vous voyez comment est-ce que les gens conduisent? C'est-à-dire que les gens vous dépassent de part et d'autre. Il y a même des officiels qui font ça. Il y a même des officiels qui font ça, qui vont en contresens. Mais ça met en danger tout le monde. C'est-à-dire les règles ne sont plus respectées depuis un certain temps. C'est-à-dire là, on a atteint les trop pleins de la démocratie, contrairement aux pays voisins qui ne sont pas dans la démocratie au sens où on pourrait l'entendre en RDC, puisque les gens disent RDC, démocratie, pas démocratie. Mais non, faites les tours du périmètre de 9 pays qui sont autour de la RDC, vérifiez les niveaux de démocratie par rapport à la RDC. Ce n'est pas comparable. On est largement au-dessus. Mais simplement, il y a un désordre qui ne dit pas son nom, qu'il faut endiguer absolument. Mais alors là, absolument. Et unanimement, on arrive tous à la même conclusion. Sillonner le monde, Maître Guillaume, moi j'aimerais bien savoir quelle est l'image qu'ont les pays voisins, n'allons pas trop loin, du Congolais. Les pays voisins, ça, on sait ce qu'ils ont comme image. L'essentiel des pays voisins sont plus dans... Peut-être diplomatiquement. Sommes-nous forts aujourd'hui? Est-ce que la RDC pèse? Parce que vous êtes au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que nous pèsons? Est-ce que notre voix s'est fait entendre à l'extérieur aujourd'hui? Largement plus qu'avant, madame, dans la mesure où, autant bien au niveau du Conseil de sécurité et au niveau des Nations Unies, les chefs d'État prennent la parole, ce qui n'était pas le cas depuis un certain temps, on n'y avait pas accès. Nous avons abrité ici en RDC un certain nombre de sommets, notamment le COMESA, la SADC, la CEAC, ici en RDC, la francophonie. Même si à un moment donné, certains ont voulu bouder, mais ça n'a pas marché, ils sont venus, ils étaient contraints à venir parce que l'aura RDC, organisée par le leadership du chef de l'État, donc je ne fais pas la propagande, j'aime pas la propagande, ce n'est pas mon fort, je ne connais pas ces choses-là. Je préfère dire les choses quand elles sont mathématiques. Et il me semble que Joseph Kabila a fait un travail énorme, sans faire du bruit, mais ça donne un résultat. J'y ai participé parce que j'ai reçu les instructions du ministre des Affaires étrangères, qui lui-même les reçoit du chef de l'État. Et on a été sur le terrain. On a formé aujourd'hui une équipe spéciale qui s'appelle la brigade d'intervention, qui est composée de Malawi, Tanzanie et l'Afrique du Sud. Du jamais vu dans les corps des activités offensives au niveau des Nations Unies. Et dernièrement, on devait avoir aussi la gestion de l'Union africaine. Ben bon, on n'en a pas besoin pour ça, parce qu'on a des choses l'agenda interne du chef de l'État est assez chargé, il ne peut pas s'occuper de ça. Alors on a cédé à d'autres personnes. Mais simplement pour vous montrer qu'effectivement, le chef de l'État, pour pouvoir gérer la SADC avec des problèmes, notamment celui qui était en mouvement, celui de Madagascar et Lesotho, et les Zimbabwe, il fallait quand même avoir une certaine autorité, parce que les mécanismes de subsidiarité veulent que ce qui se passe dans une région soit géré par la région. Avant la sous-région, avant que l'UA s'en occupe, avant que l'ONU s'en occupe. Alors, si on dit qu'il y a un problème au Zimbabwe, et qu'il y a un problème au Madagascar, et qu'on donne la tête de la gestion... vraiment la fait mais c'est une question que je ne pouvais ne pas poser. Est-ce que nous ne sommes pas aussi un tout petit peu en train de régresser démocratiquement avec toutes les arrestations qu'on ressent ces derniers temps? Est-ce que le droit de l'homme en RDC n'est pas en perte de vitesse? Non. Vraiment quelques minutes. Non, il peut avoir des failles. La démarche humaine veut qu'il y ait des failles de temps en temps. Ça, on peut le concevoir. Et on peut le concéder. Mais globalement, je pense qu'on est largement en avance par rapport à tous ceux qui sont autour de nous. Ce n'est même pas comparable. On ne peut pas comparer la RDC avec les pays qui sont autour de nous en termes de valeurs démocratiques et de droits de l'homme. Vous avez les médias ici... Malgré les rapports qu'on dit que non, on est en train de régresser, trop d'arrestations, trop de contrôles. Lisez les journaux, lisez les journaux, madame. Les insultes contre les pouvoirs, contre tout ça, sont permanentes dans les journaux. Permanentes plutôt dans les journaux. Allez voir en face, ailleurs, tout ça, ça n'existait pas. On ne peut même pas se permettre ce genre de choses. Et regardez les télévisions, vous avez des chaînes qui insultent matin, midi, soir, qui sont là, qui ne sont pas fermées. Bon, en même temps, l'incivisme devient un acte politique, soi-disant. C'est-à-dire, vous êtes un civique, et vous dites non, c'est politique. Attends, vous violez un enfant de 12-13 ans, et ça devient un acte politique. Ça, on vous arrête, c'est un acte politique. Hein? Vous accaparez la maison d'autrui, c'est un acte politique aussi. Non, attendez, madame. Séparons les choses. Séparons les choses. Il y a une démarche normale, il y a des failles dans tous les systèmes judiciaires, y compris aux États-Unis et en France. Hein? Il y a des gens qui sont condamnés pour rien du tout, il y a des gens qui sont condamnés à mort, qui font 30-40 ans dans les couloirs de la mort et tout ça, qu'on retrouve plus tard. C'est les États-Unis d'Amérique, madame. Et là, on ne dit rien. Et c'est un pays démocratique. Voilà. Voilà, c'était un plaisir vraiment de découvrir Maître Guillaume Mondjolo. Comme moi je le dis souvent, et je ne mâche pas mes mots, notre pays regorge de désintelligence, mais il faut mettre l'homme qu'il faut
à la place qu'il faut. Alors, merci à Maître Guillaume Mondjolo d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous les reporters de Congo Web qui vous font ces reportages et même nos caméramans. Merci beaucoup à vous. Vraiment, vous faites un travail énorme et cela permet à ce que ce magazine Info 7 puisse passer le dimanche. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et merci à toute l'équipe technique qui aujourd'hui a contribué à la réalisation de cette émission. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.